Les nuits de France Culture, Philippe Garbi, Alban Pénaranda, Christine Gohémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin. On continue, Roméo Frati, lui, c'est le rire qui l'intéresse, le rire dans la littérature. C'est ça, sa thématique. Et bien tout de suite, la chronique avec générique. Le mot pour rire de Roméo Frati. L'enfant attire la sympathie. C'est un des grands mystères de l'humanité. Comment expliquer notre comportement avec les enfants qui se traduit par l'effondrement de toute dignité? Vous arrivez chez des amis et avant de les saluer, vous vous jetez sur Martin en couinant « Et alors, qui c'est le plus joli, hein? Qui c'est le plus joli? Pouti, pouti, pouti. Salut Cédric, ça va? Oh, qu'il est beau, je vais le manger. Pouti, pouti. » En chatouillant le ventre d'un être humain âgé de 2 ans, par là, qui tente de se dégager de votre emprise pour retourner jouer avec ses barbes à papa, largement moins intrusif que vous. C'est la magie de l'enfant, représentant terrestre de la lumière, la pureté et l'innocence. Enfin, innocence. Il faut le dire vite. J'ai mené une enquête, certes non scientifique, mais tout de même solide, en recoupant divers témoignages. Il s'avère que les enfants sont d'extrême droite. Goût de la délation, force physique préférée à la pensée critique, exclusion instinctive des plus faibles, rien ne manque à la panoplie, à part peut-être le rejet du parlementarisme. La position des enfants n'est pas claire sur ce point-là. Dieu merci, ils n'ont pas le droit de vote. L'enfant a une moralité incomplète. Il chie à table. Il part en hurlant quand on lui dit bonjour. Il frappe ses semblables pour manifester son affection. Et l'enfant devient vite un adolescent monosyllabique qui fume des joints devant sa console de jeu. Pire, il devient adulte. Et là, l'enfer est envisageable. Futurs parents, vous venez d'avoir un aperçu de votre nouvelle Bible. Je viens de vous lire un extrait d'In Utero de Julien Blangras, paru le 3 septembre 2015 chez Au Diable Vauvert. Témoignage personnel, empreint d'autodérision d'un journaliste globe-trotteur sur le point de découvrir les ravissements de la paternité. Difficile de ne pas sourire, c'est le minimum syndical. À la lecture de ce décalage entre l'apparence analytique du discours de l'auteur-narrateur et la légèreté du propos. Son absurdité parfois. A priori, nos enfants ne sont pas des fachos. Autrement, nos berceaux seraient depuis longtemps les premiers fournisseurs de militants pour les partis d'extrême droite. On est en plein second degré. Et c'est ainsi que se crée une complicité entre l'auteur du trait d'humour et la personne qui lit et se rend compte assez rapidement que ce récit ne se prend pas trop au sérieux. D'autant que tous les enfants ne sont pas d'extrême droite, certains sont des syndicalistes marxistes qui font la grève des flocons d'avoine et revendiquent une réduction drastique de leur temps de sommeil. C'était la première chronique, les mots pour rire de Roméo Frati. Le principe, expliquez-le-nous, Roméo. Voilà, alors l'idée... Parce que vous aimez la littérature et rire, c'est ça? Voilà, oui. C'est ça. En résumé. Pour résumer, oui, c'est très bien résumé, c'est vrai. Voilà. Donc l'idée, c'est de voir un peu, à partir de certains extraits littéraires, comment les mots peuvent créer une tournure d'esprit complètement géniale ou une situation loufoque, complètement improbable. Donc c'est un peu de voir comment les mots peuvent nous faire rire. Comment les écrivains peuvent écrire avec un humour qu'on ne distingue pas au premier trait. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une deuxième chronique. La première, donc là, l'extrait, dites-nous de quel roman c'était, parce que vous allez vite. C'était In Utero de Julien Blangras, chez Au Diable Vauvert. Vous avez choisi un deuxième livre. Le mot pour rire de Roméo Frati. Paul avait imaginé une femme, vivante, baisable. Aujourd'hui, il avait une planche. Si quelqu'un s'était fait rouler, c'était lui. Une planche, tu peux préciser ? Requiert Marguerite, alors que c'est pourtant simple. Il s'agit d'un objet allongé, plus ou moins bien équarri, dont le propre est effectivement
d'être dépourvu d'attributs sexuels autant que de séduction, avec des angles pour ne rien arranger. Concédons que Marguerite ne cesse de maigrir, que ses angles deviennent de plus en plus offensifs, que Paul est de ceux qui préfèrent les formes et ne s'en est jamais caché. C'est d'ailleurs ce qu'il pourrait répondre au titre des précisions demandées. Cependant, Paul se tait, fixant la prise de terre qui doit revêtir pour lui une signification particulière. Il expire, il va dire quelque chose, il dit pire que tout. Laisse tomber, ce n'est pas important. Résumons, Marguerite est une planche sans importance. Avec toi, dit Paul, je veux dire entre nous, au lit, ce n'est pas ça. Marguerite demande ce qu'elle doit comprendre, s'il te plaît. Paul ne saurait mieux dire, ce n'est pas ça. Pas tout à fait intéressant, pas tout à fait comme il voudrait, mais encore, ce n'est pas ça, tu le sais aussi bien que moi. Il semble que l'activité amoureuse de Paul et Marguerite ne puisse se résumer qu'à une abstraction. Inutile d'en espérer une description technique, ni même objective, il va falloir imaginer. Vous l'avez peut-être remarqué, l'heure est à la fête du slip entre Paul et Marguerite. Je vous garantis que l'on a davantage de détails par la suite. Pour les découvrir, il vous suffira de vous procurer Rome en un jour de Maria Pourchet, paru chez Gallimard en septembre 2013. Je vous glisse quand même une info en avant-première. Ça fait 10 ans que Paul et Marguerite sont ensemble. Or, si le sexe, au bout de 3 ans de vie commune, c'est la Corée du Nord, comme le dit l'écrivain Alex dans le film « Ce soir, je dors chez toi », qu'est-ce que ça doit être au bout de 10 ans? Le Soudan du Sud. Et quand bien même Paul aurait l'impression de faire l'amour à une planche, rien ne serait perdu pour autant. Il suffirait que Marguerite ait l'impression de faire l'amour à un fer à repasser. L'extrait que je viens de vous lire est plutôt représentatif de ce roman polyphonique, où les voix des personnages s'alternent avec le point de vue amusé de l'auteur-narrateur. Telle une observatrice en embuscade, Maria Pourchet se délecte des non-dits de Paul et Marguerite, en les commentant avec ce parfait équilibre entre ironie et cynisme. Et avouons-le quand même, qu'il est jouissif parfois de regarder de l'extérieur des engueulades. Je me souviens de cette fois dans le métro où un trentenaire criait à sa copine « J'en ai marre, tu laisses toujours tes culottes traîner partout. » Perso, j'ai pensé « Mec, à moins que ta copine ne porte les culottes de Bridget Jones, de quoi tu te plains? Une culotte est une invitation au voyage, comme dirait Baudelaire. »